Un nouveau Denkmal, un nouveau monument. L'Auberçon, 1er février 1871, le bataillon 66 de l'Entlebuch désarma 2500 hommes de l'armée française de l'Est, offert par la Société historique de l'Entlebuch en 1980. Érigé d'abord à Sainte-Croix et offert par les autorités lucernoises, puis déplacé à la demande des autorités lucernoises à l'emplacement exact du bataillon 66, soit à la frontière franco-suisse de la Grande Borne. Chers amis et amis de Denkmal, bienvenue pour ce 7e épisode de la guerre franco-prussienne de 1870-1871, 70-71. Dans le dernier épisode, soit le 6e, nous nous trouvions à Pouillé-les-Vignes, à l'extrémité nord-ouest du département du Doubs, en région actuelle Bourgogne-Franche-Comté. Émile Goyon de la vallée du Layon était inquiet. Il souffrait d'une très méchante dysenterie et s'entretenait avec le sergent-major Chardon. Louis Courtin, quant à lui, de Montreuil-sur-Loire, n'a pas le moral depuis les remarques de cette bohémienne. Le commandant de bataillon Christian Bernard de la Fosse a entendu au rapport du régiment des rumeurs au sujet de la direction à prendre pour la suite de cette malheureuse et tragique retraite face aux Prussiens. Lyon ou la Suisse? Découvrez en ma compagnie la suite de ce récit dans ce 7e épisode. Je suis au cimetière de Sainte-Croix, à quelques kilomètres de la frontière de la Grande Borne. À mes côtés, un monument en relation avec cette période et mon récit, bien entendu. L'abbé Roy, aumônier militaire du 5e bataillon de Maine-et-Loire, écrit: le 26 janvier, réveil à 2 heures du matin. Nous quittons Pouillé-les-Vignes pour arriver à la nuit tombante à Bouclan, en passant par Besançon, Mort et Nancray. Le sous-lieutenant Huault Dupuis de la 6e compagnie, qui est un brave type, s'inquiète pour le mobile Pierre Martin de Saint-Martin-du-Fouillou. Depuis quelques jours, il est transporté sur un chariot qui sert d'ambulance. Ses compagnons sont inquiets, mais espèrent que celui-ci n'ait pas atteint de la variole. Le sous-lieutenant fait de son mieux pour rassurer les hommes de la 6e compagnie. Pierre Martin est employé de ferme. Il somnole, la fièvre le fait délirer. Il appelle sa mère Nanette pour aller chercher de l'eau au puits du village. Il réclame son père Pierre, qui a le même prénom, pour aller se promener au bord des chênes ronds. Puis écouter avec lui les grenouilles allaitant du flageolet. Puis il crie: il faut rentrer les vaches. L'officier médecin du bataillon, Bernard, lui éponge le front et le calme. Martin se rendort, malgré les secousses de la route. L'aide chirurgien, Maisonneuve, chuchote à l'oreille de Bernard. Encore un qui risque d'y passer. Saint-Martin-du-Fouillou est situé au sud-ouest d'Angers, environ 3 heures à pied du centre de la capitale d'Anjou. Le 26 janvier au soir, le commandant de bataillon, Christian Bernard de la Fosse, réunit ses 7 commandants de compagnie et son état-major. Il confirme les rumeurs et officialise les décisions venant du 18e corps. Et le régiment, et bien entendu le bataillon, se dirigera vraisemblablement vers la Suisse pour s'y réfugier. Il explique également que la division du général Kremer, subordonnée lui au 24e corps, allait tenter de se rendre à Lyon.
il faut souligner que d'autres unités tenteront cette variante et courageuse variante, mais avec difficulté par cet hiver rigoureux à travers ce Jura enneigé. Mais ils échapperont avec succès aux Prussiens et éviteront l'internement en Suisse. Le commandant de bataillon annonce également une nouvelle qui va ébranler tous les cadres présents. Le général Bourbaki a été destitué de son commandement et remplacé par le général Justin Clinchamp. Le commandant en chef de l'armée de l'Est se serait suicidé, mais a échappé à la mort. Il ignore les détails de cette sombre affaire. Les officiers se regardèrent. D'un air dubitatif, à l'annonce de cette nouvelle stupéfiante, le commandant de bataillon insiste de bien surveiller les hommes et de tout faire pour éviter des désertions, car la loi martiale en vigueur est claire à ce sujet et les pelotons d'exécution sont en action. La traversée de Besançon est terrible. Le désordre règne. Le croisement des troutes est impressionnant. Un homme en costume accompagné de 4 gendarmes gesticule et hurle de rage. L'abbé Roy l'apprendra plus tard, c'est le maire qui, face au chaos dans cette ville, veut en interdire l'accès. Halte à mort, MO2RE, où monsieur le curé a organisé en compagnie de quelques sœurs du café chaud pour la troupe. Bien entendu, ce n'est qu'un petit nombre qui pourront en profiter. À la nuit tombante, nous arrivons à Bouclan, où nous passons la nuit, tant bien que mal, selon l'abbé Roy. Le vendredi 27 janvier, notre destination sera Val-d'Aon. L'abbé Roy sera accueilli au presbytère en compagnie du lieutenant-colonel Trinité du 92e d'infanterie. Il aura la chance de pouvoir se restaurer en compagnie d'autres officiers. Mais ce dernier n'a pas d'appétit. Il mange à peine, il tremble et est fiévreux. Il continuera son périple en suivant la colonne en voiture. Le lieutenant Léonce de Terves de la 6e compagnie est remarqué par tous pour son esprit de générosité et son attention pour les hommes de sa section, en particulier pour les soulager. Alternativement, l'un ou l'autre de ces hommes en portant sac ou fusil, voire soutenir certains en difficulté. Il est hélas épuisé et à son tour malade. Il sera pris en charge par un ancien maire du 7e arrondissement de Paris, le comte de Villeneuve de Bargemont à Pontarlier. Il va le confier aux bons soins d'ambulancier et selon l'abbé Roy, il passera la frontière aux Verrières, puis à Neuchâtel, ensuite à Genève pour rejoindre l'Anjou et son château de la Beuvrière. Sa convalescence fut longue. Ce lieutenant sera plus tard député de Maine-et-Loire de 1881 à 1893. Mais revenons à nos mobelots. Et l'abbé Roy, lui aussi malade. Samedi 28 janvier, de Val-d'Aon à Arçon, l'abbé Roy va mieux. Il quitte son traîneau. Mardi 31 janvier, d'Arçon à Pontarlier. Mercredi 1er février, de Pontarlier aux Fourgues. La situation dans ce bourg des Fourgues est indescriptible. Les chefs d'unité attendent les ordres. La Suisse est à une lieue. Nous n'entendons que des pauvres airs tousser à se faire éclater la cage thoracique. Les chevaux squelettiques manger des planches ou l'écorce des arbres. Enfin, le jeudi 2 février, le bataillon de Maine-et-Loire s'ébranle des Fourgues vers la Suisse. À la sortie d'un bois, des militaires suisses qui parlent allemand. Cela fait drôle. Nous qui fuyons devant les Prussiens sommes accueillis par des hommes qui parlent presque la même langue. Des hommes en uniforme nous parlent dans notre langue. Ce sont des gendarmes suisses, des Vaudois. Ils s'intéressent au bétail qui ne doit pas entrer en Suisse à cause de la peste bovine.
Ils indiquent que nous devons déposer les armes sur les emplacements désignés. Une montagne de fusils et de baïonnettes repose sur le bord de la route. Ils s'adressent aux officiers en indiquant qu'ils peuvent garder leurs sabres. La veille, le 1er février, de 6 h du matin à 13 h, n'ayant été que partiellement informée, la troupe lucernoise retirera les sabres aux officiers, ce qui a débouché sur des tensions, des refus. Un général qui n'a pas été identifié s'en retournera en France. Nous apprenons que cet endroit est appelé la Grande Borne. Le garde mobile Sutot, Baptiste, de Cholet ou d'Angers, de notre bataillon, s'écroule littéralement aux pieds d'un soldat suisse. Des brancardiers suisses l'emmènent à une ambulance. Il mourra le 9 février à Sainte-Croix. Il est sur ce monument. Comme 6 autres militaires, ils y seront inhumés et leurs noms inscrits sur le monument qui est érigé à la commune et qui se trouve au nouveau cimetière où je suis. Jean Ménard de la 1re compagnie hésite à rejoindre son camarade Sutot. Il a peur d'être considéré comme déserteur et finir devant un peloton d'exécution. Mais il est bousculé et doit avancer avec sa compagnie. Il a 25 ans, les larmes coulent sur ses joues, elles gèlent. Il pense à Maria, sa mère, et à Jacob Joseph, son père. Il avait tenté d'annuler le tirage au sort lors du recrutement, vu sa petite santé. Son père et le maire de la commune ont argumenté, mais rien n'y a fait, le recruteur a été inflexible. Jean Ménard est natif de Vaux-Chrétien, une petite commune située au sud d'Angers. Il est employé comme cocher et jardinier au château de Brissac. Même le châtelain de Brissac n'a rien pu faire pour changer le tirage au sort. Nous devons avancer et laisser la place, car derrière nous, une longue colonne, une interminable colonne d'hommes, de chevaux, de charrettes. Les hommes, le dos courbé, la mine décomposée, arrivent encore et encore. Une villageoise suisse qui nous distribue du pain nous apprend que les militaires sont des Lucernois de l'Entlebourg. En effet, il s'agit du bataillon 66. Nous passons l'Auberçon, puis sur ordre, nous bifurquons sur la gauche, direction Fleurier, par le vallon de Noirvaux. L'abbé Roy écrit sur son carnet « Grande commisération pour nos soldats ». Mais pendant tout ce temps en Suisse, que s'est-il passé? L'Assemblée fédérale a-t-elle nommé un général en chef de l'armée? Oui, bien entendu. Mais lequel? Bien, nous allons le découvrir dans le prochain épisode, le 8e. Merci de votre attention, merci de votre patience, merci pour votre fidélité à Denkmal et à bientôt.